Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui pour la première édition du Bartender Bootcamp. Tout d'abord, j'aimerais remercier Alambica pour nous recevoir aujourd'hui. Jean-Sébastien n'est pas là, mais merci du fond du cœur. Et puis, aujourd'hui, merci à nos juges d'être là, d'avoir accepté de braver le trafic pour juger nos 5 équipes que je vais présenter. Et je vais aussi rappeler le déroulé rapidement. On a 5 équipes qui vont se présenter. Chaque équipe va avoir 20 minutes pour présenter son projet. Et ensuite, il y aura une période de questions qui ne devra pas dépasser 10 minutes. Et on demandera à chaque juge de se limiter à une question pour chaque équipe. Sans plus attendre, je vous présente les équipes. Tout d'abord, on va commencer très fort avec l'équipe Martel, qui a été accompagnée par Jean-Maxime Giguère, ici présent, qui est encore là pour les supporter. Ensuite, dans 30 minutes, nous aurons ensuite l'équipe Fever Tree, qui a eu le privilège de travailler avec Manuel Ruiz comme mentor. Viendra ensuite l'équipe de Sherbrooke qui est venue aujourd'hui et qui a été accompagnée par André Duncan, qui va être papa d'un jour à l'autre, il s'excuse de pouvoir être présent. Ensuite, Gabriel Panaccio, qui a coaché pendant 6 semaines l'équipe Invasion Cocktail. Et on finira en beauté avec l'équipe délégation commerciale d'Italie, qui a été accompagnée, motivée, stimulée par Adaina Smith. Voilà, sans plus attendre, on va commencer avec l'équipe Martel. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Parce que je peux pas du coup parler et faire mes cocktails en même temps. Oui, mais après, quand Ah oui, après, il n'y a pas de souci. Merci. Je peux monter un peu plus le son. Ok. Bonjour à tous, merci d'être présents. Aujourd'hui, on va vous présenter notre concept de bar qu'on a travaillé dessus pendant 6 semaines. Il s'appelle le Bourgeon. Je vais d'abord commencer par vous présenter le cocktail que je vais vous donner à déguster. On est sur un twist d'un sidecar. Le sidecar, c'est un cocktail qui a été créé dans les années 1920, autour des années 1923. Actuellement, c'est le Ritz-Carlton de Paris qui réclame l'invention de ce cocktail. C'était pour moi un peu un privilège de pouvoir revisiter ce cocktail étant donné que je travaillais là-bas. C'est un cocktail qui est retravaillé pour mettre en avant le Martel. Le Martel Blue Swift, qui est un produit qui a été créé pour mettre en avant les premiers échanges commerciaux avec les États-Unis, de Martel avec les États-Unis. Ce n'est pas un cognac, tout simplement parce que bien qu'il soit basé sur le cognac Vieilly-Sophie de Martel, il a ensuite été vieilli en fût de Bourbon. Donc ça sort du cahier des charges et ce n'est donc plus une appellation cognac. Aujourd'hui, ce produit, j'ai décidé de le retravailler avec, à la façon du sidecar. Pour ce faire, j'ai vraiment voulu garder la ligne directrice du produit et on a retravaillé en fait le Cointreau qui est normalement dans le cognac avec un sirop d'érable qu'on a travaillé avec de l'ananas et de l'orange. Ça a été vraiment pour moi le plaisir de rendre également un hommage avec ce cocktail. C'était vraiment un hommage pour rendre un hommage au voyage, au Québec, au Canada et bien sûr au Ritz. Le Canada et le Québec, bien évidemment, sont mis en avant avec le sirop d'érable. Le voyage, pour moi, est vraiment représenté avec l'ananas. C'est vraiment cette petite touche exotique pour moi qui représente le voyage. Par la suite, dans ce cocktail, on a un bitter à l'ananas et à l'anis, vraiment pour relever le goût.
Voici. Et donc, ce cocktail va vraiment se vouloir gourmand. On va vous servir des petites planches de charcuterie et de fromage qui vont aller avec. C'est vraiment un cocktail qui va se vouloir gourmand, qui va vraiment se marier au niveau des arômes. Voici. Donc comme je le disais, ce cocktail-là est vraiment ici pour retravailler donc le concept... Ah, j'ai oublié le jus de citron. Attends, mais non, on va le rechirer. Est-ce que tu peux commencer à présenter rapidement le concept pendant que je finis le... Oui, bien sûr. Donc on va vous présenter rapidement donc, le concept. Alors pour le bourgeon, on est parti avec un concept champêtre qui va être vraiment aussi avec le romantique, avec une touche de moderne également. Et donc c'est aussi en prenant exemple sur les anciennes affiches de Martel qu'on a inspiré le bourgeon. Tout ce qui est la campagne, vraiment se retrouver dans un endroit chaleureux pour partager. Donc c'est pour ça aussi les planches à partager qu'on va vous offrir. Là, en temps de Covid, c'est un peu plus compliqué de partager, mais l'essence est là. C'est aussi pour ça que... J'ai perdu le fil. Le bourgeon, c'est vraiment le mix entre le champêtre et le moderne. Fait que on voulait vraiment amener ce côté-là très naturel, très authentique en ville, au Québec, à Montréal. D'où le fait qu'on a voulu vraiment aller vers un côté plus traditionnel français, qui est aussi dans les origines québécois. Je suis moi-même québécois, je suis avec deux françaises, fait qu'on a vraiment trouvé un pont commun là-dessus. On a voulu ramener... ouais. On a voulu ramener l'apéro français au Québec. Enfin, on peut changer de slide. Fait qu'on est vraiment avec des éléments naturels, avec des fleurs sur la décoration. On est avec des éléments un peu vieillots, avec des barils. On était chercher des matériaux de bois, on était chercher des matériaux un peu de métal aussi, vraiment tout ce qui était brut. C'était quelque chose qui venait nous attirer. Puis en même temps, c'était facile à travailler parce qu'on restait vraiment avec des trucs qui étaient très faciles à faire au mail, très faciles à faire chez soi. Après ça, pour ce qui est du design architectural, on est allé avec un bar en longueur à cause de la contrainte du local, qui était vraiment très, très, très long. Au départ, on voulait une station centrale. C'est quelque chose qu'on aurait vraiment aimé, mettre le bartending, les produits au centre de l'expérience. Fait que pour recréer cet effet central au niveau du produit, au niveau du bartending, on a fait des stations en U qui sont proéminentes. Comme ça, on peut avoir une espèce de convivialité avec les clients tout autour, une certaine estrade. Et ça permettait aussi au bartender d'avoir des stations très complètes, être quasiment autonomes. Fait au niveau du service, on trouvait ça super bien. Puis aussi, on a fait 2 estrades dans les parties les plus éloignées du bar pour avoir une belle vision sur la clientèle, pour offrir un bon service, pour ne pas oublier une petite table cachée au fond du bar. C'était quelque chose qu'on trouvait très important. Sinon, au niveau du sol, c'est un sol que, comme la plupart des bars ont, vraiment pas si extraordinaire que ça. Sauf qu'on a une cuisine de prep pour vous permettre d'avoir seulement une toute petite cuisine en haut qui est juste d'envoi. Fait qu'on fait toute la prep ici. Puis il y a une chambre froide qui est exactement en dessous de nos tapes de bar pour avoir une ligne très très courte. Ça évite toutes sortes de problèmes, puis ça fait assez facile à réparer. Fait qu'on trouvait que c'était une très bonne idée. Vous pouvez bouger. Voici notre chère Nathalie de notre équipe qui nous a dessiné ça par elle-même, fait que pas mal de talent. Puis ça pouvait vraiment permettre d'exprimer notre idée brute. Fait qu'on a vraiment, comme je disais, nos stations en U. Un mur végétal stabilisé qui est moins coûteux au niveau du prix. Après ça, des murs en bois, des alvéoles pour rappeler notre symbole qui est l'abeille, qui est très floral, qui est très champêtre, qui est très naturel. Vous pouvez changer. Voici l'entrée du bar. Je la trouve très importante parce que je trouve que c'est ce qui représente mieux le bar. Quelque chose de très, très, très simple. Tu rentres, elle est séparée. Le bar est vraiment séparé de l'extérieur. On voulait vraiment une entrée pour que tu sens que tu rentres quelque part qui est juste
détaché du monde extérieur, que tu puisses vraiment dire, OK, maintenant, c'est l'apéro, maintenant, je prends mon temps, maintenant, je m'amuse. Merci. Fait que, on a vraiment notre symbole qu'on a placé là pour que ce soit très instagrammable, pour que les gens puissent prendre des photos, qu'on ait au niveau du décor une signature qui est présente, puis avec vraiment encore la simplicité qui va permettre vraiment de pouvoir exprimer ce qu'on est, ce qui est authentique et naturel. Fait que tout ce décor-là, comment on l'a fait, je vais laisser Nathalie expliquer le niveau budgétaire du décor, puis les rénovations que ça a pris. Alors, tu vas pas changer de slide. C'est petit. Alors, donc, comme Simon l'a dit, je vais vous parler du budget. On part à une partie un peu plus budget. Alors, donc pour la décoration, dans ce qu'a dit Simon, c'est qu'on a prévu un budget de 15 000 $. On n'a pas détaillé la décoration parce qu'on a basé notre concept sur du récupéré, sur du homemade, ou alors du réparé même, ou alors qu'on aurait chiné, trouvé dans les puces. C'est pour ça également qu'on a choisi de garder nos chaises et certaines de nos tables, pour ne serait-ce qu'un côté économique et écologique, pour pas qu'on ait besoin de jeter ou revendre. On aimait ce que nous a proposé Invasion Cocktail et on l'a gardé. Après, on part sur la rénovation. Le premier devis qui était estimé était de 10 400 $, mais on a souhaité prendre un peu plus haut. On a visé un peu plus haut pour avoir des matériaux peut-être plus qualitatifs, ou alors si jamais il y a des dépassements dans les horaires de nos employés ou ouvriers. Et aussi, on a prévu un fonds de prévoyance de 20 000 $ au cas où il y ait des imprévus, des accidents pendant la construction. On est prêt. Si jamais il y a quoi que ce soit, c'est prêt. Ensuite, tout ce qui est équipement, salle de bain, cuisine, nettoyage, tout a été détaillé dans le dossier. Je serais ravie de répondre à vos questions si vous avez des questions sur les équipements. Ensuite, on part sur les inventaires. Que ce soit les inventaires sur le budget ou ici, donc un prévisionnel. Nos inventaires ont été calculés sur une base d'un autre prévisionnel avec des scénarios qu'on a imaginés. Donc on a fait plusieurs scénarios, que ce soit négatif, neutre ou positif. On a choisi de prendre le neutre et c'est sur ces scénarios-là qu'on a basé nos inventaires et nos livraisons. Ensuite, donc, comme je vous l'ai dit, le budget décoration. Et donc après, on va partir sur le prévisionnel. Donc pour le prévisionnel, le loyer, on s'est basé sur la rue du Luth, entre Saint-Denis et Saint-Laurent. On aime beaucoup cette rue-là, on la trouve magnifique. On en reparlait tout à l'heure, on disait qu'on sentait chez nous dans cette rue, donc on a choisi cet endroit-là. Donc tout est prévu, tout ça reste de paye. Hop. Je voulais reparler donc de la livraison, ça c'est fait. Et donc on arrive à un coût par semaine de 9 227. Et avec les scénarios qu'on a prévus, notre scénario neutre prévoit effectivement de couvrir tous nos coûts. Et on peut voir également sur notre budget ici, que sur les 300 000 $ qu'on nous avait alloués, nous n'en utilisons que 223 000, ça veut dire qu'il nous reste 77 000 dans nos caisses, que nous pouvons soit mettre en réserve pour investir, pour injecter dans du capital dans l'entreprise si jamais on a besoin, si jamais il y a un coup dur par exemple, si le Covid venait à revenir, ou alors on peut tout simplement le garder en réserve. Je crois que pour ça c'est bon. On va parler un peu de l'inventaire aussi. Donc on a prévu d'avoir donc effectivement nos cocktails avec le transatlantique. On va également avoir 6 vins rouges, 5 vins blancs. On a 4 champagnes et mousseux, 2 vins orange et rosé. On va avoir 4 bières en fût, 6 bières en bouteille. Donc tous nos vins seront basés pour mettre en valeur la France et toutes nos bières seront microbrasseries québécoises pour mettre donc les deux cultures en avant. Je crois que c'est tout. Ouais. Merci. Donc là, vous avez sous les yeux vraiment le mood board de la cuisine. On a vraiment voulu rester sur des plats assez
typiques français, vraiment des choses gourmandes, des choses qui se partagent assez facilement. Ce qu'on prévoit qui serait notre plus gros vendeur, ce serait vraiment les planches de charcuterie et fromage. Et comme concept, ce qu'on voudrait apporter, c'est qu'on aurait une ardoise avec environ 5 fromages disponibles et 4 charcuteries, et qu'on pourrait les mixer et matcher. Les clients pourraient en fait choisir les charcuteries qu'ils veulent et les fromages qu'ils veulent, et ce serait des planches de charcuterie des planches mixtes ou pas, de 3 produits, 5 produits ou 7 produits, qui permettrait de tout avoir et d'adapter aussi les quantités en fonction du nombre de personnes. Et ça nous permettrait aussi également d'avoir vraiment un coût qu'on pourrait totalement gérer en fonction des coûts du marché, et de vraiment limiter toutes nos pertes de ce point de vue-là. Donc ce qui est vraiment, vraiment intéressant pour nous. La partie vraiment cuisine, je pense que ça a été le plus dur pour nous à concevoir. Ça a été vraiment la partie la plus compliquée, dans le sens où c'est probablement et sûrement la partie où on a le moins de vraies connaissances pour tout ce qui est les produits qu'on avait besoin d'acheter, le matériel qu'on avait besoin d'avoir. Donc j'ai la chance d'être en coloc avec une chef qui est assez extraordinaire, et du coup qui m'a vraiment aidée et donné son avis de chef sur comment devait être conçue la cuisine. Donc ça nous a vraiment donné un gros coup de main. Elle m'a aussi aidé à choisir tous les produits. On est parti sur la plupart de produits neufs, mais on a également récupéré tout ce qui était fourni dans notre budget de base de Invasion Cocktail. Ensuite, le menu a été bâti vraiment pour avoir des plats simples et réconfortants. On voulait quand même avoir des choses à manger où les gens pouvaient vraiment avoir l'impression de vraiment manger, et pas simplement avoir quelque chose à grignoter, pour avoir vraiment cet effet d'apéro à la française, où quand on commence l'apéro, on ne sait jamais vraiment quand on finit, parce qu'on reste justement dans le bar et qu'on ne voit pas le temps passer. C'est vraiment cet esprit-là chaleureux qu'on voulait apporter. Donc au niveau des plats, on va vraiment avoir des croque-monsieur, des quiches, des desserts comme des fondants au chocolat. On va avoir bien sûr des portions de frites, des salades diverses, avec bien évidemment des options végétariennes, des options sans gluten, et faire attention à toutes ces allergies-là. Ce qui était vraiment intéressant aussi de travailler avec tout ce qui est quiche, sandwich chaud, etc., c'est quelque chose qui nous permettrait vraiment de tout faire nous-mêmes, premièrement, et surtout de tout retravailler, de changer les recettes d'une semaine à l'autre ou aux 2 semaines, de vraiment pouvoir laisser la liberté au chef aussi de s'exprimer et de pouvoir quand même s'amuser dans la cuisine. Donc ça, c'est vraiment pour la partie restauration. Je vais vous expliquer maintenant rapidement ce que vous avez sur vos planches. Donc on est sur des fromages français. Vous avez un brie de Meaux, du bleu d'Auvergne et du comté 18 mois. Au niveau des charcuteries, vous avez du Jésus, donc c'est le saucisson, c'est un fromage qui vient des Pays Basques, une charcuterie qui vient des Pays Basques. Et vous avez également du prosciutto, pour le coup qui n'est pas français. Malheureusement, je voulais ramener du jambon de Bayonne, mais j'en ai pas trouvé là où je suis allée. Donc c'est du nord de l'Italie. Et vous avez également un parfait de foie gras au cidre de glace. Donc cidre de glace pour faire un petit clin d'œil aussi au Québec. Avec ceci, je vous ai fait maison une compotée d'oignons, et pour rappeler et garder un petit accord avec le cocktail, vous avez une confiture maison d'ananas au cognac également. Donc le but, c'est vraiment de goûter dans un premier temps le cocktail, puis de commencer à déguster votre planche, parce que le cocktail et le goût va bien évidemment changer en fonction de ce que vous êtes en train de manger, mais c'est un cocktail qui se marie vraiment bien avec ces effets-là. Combien il nous reste de temps ? Parfait. Donc ça, c'est la façon dont on a conçu la cuisine. Donc en fait, pour être assez simple, ici on aurait la partie donc plonge. On n'a qu'une seule porte d'entrée, tout simplement parce que donc on voulait pas que le propre et le sale se croisent. Donc c'est vraiment juste pour amener les choses à la plonge. Tout ce qui est ici, c'est en fait notre passe chaud et notre passe entrée. Donc on a un comptoir en fait qui donne sur le bar pour récupérer tout ce qui est plat, etc. C'est des petits cubes. Si jamais vous avez vraiment des questions sur qu'est-ce qui est placé où, qu'est-ce qui est quoi, ça me ferait vraiment plaisir de vous répondre. Donc cuisine petite mais très fonctionnelle. De toute façon, il n'y aurait qu'un cuisinier et un commis sur les jours les plus busy, donc quelqu'un qui s'occuperait de la plonge.
Donc on n'avait vraiment pas besoin de quelque chose de plus gros en haut pour envoyer. C'est aussi pour ça qu'on a choisi des plats d'ailleurs relativement simples pour pouvoir avoir un envoi facile également. Cuisine de prep bien plus grande, tout simplement pour avoir vraiment plus d'espace et faire vraiment toutes nos preps et pouvoir avoir vraiment de la facilité pour ce qui concerne le haut. C'est également ici que le bar, etc., va tout préparer, tous les cocktails, tous les sirops. Donc on a beaucoup d'espace de stockage. Tous les carrés noirs comme ça, en fait, ce sont des carrés avec des frigos dessous pour encore se rajouter de l'espace de stockage. Et au niveau des spécificités, on n'avait pas vraiment... il nous reste 2 minutes, c'est ça ? On n'avait pas plus d'indications au niveau de la chambre froide, donc bien évidemment on a décidé de la placer sous nos tapes au niveau du bar pour avoir quelque chose de relié directement et pas avoir à refaire une chambre froide. On a un bureau, un vestiaire également et un toilette séparé pour les employés car j'avais lu qu'on avait besoin d'avoir un toilette séparé si on faisait des vestiaires mixtes. On a vraiment essayé de respecter au maximum tout ce qui est les normes, etc. Je me suis aussi beaucoup inspirée des normes françaises quand je ne trouvais pas les règles québécoises. Je me suis dit que comme les règles étaient très strictes partout, ça devait probablement être les mêmes sur les 2 pays. On a aussi plusieurs salles de stockage, mais ça... Simon vous l'a expliqué tantôt. Donc c'est vraiment l'agencement de nos 2 cuisines et l'explication pour le menu. On espère que la présentation vous a plu et que vous avez quand même pas mal de questions à nous poser. On a eu beaucoup de plaisir à vous présenter ce petit bébé qu'on a conçu de nos mains. On était presque frustrés de ne pas le voir vraiment ouvrir car avec nos musiques, quand on commençait à travailler, on était là genre « Ah, mais j'ai envie d'aller là-bas », etc. Donc on espère que ça vous a plu et on attend vos questions pour y répondre avec impatience. Merci. Vous n'avez pas parlé beaucoup de la concurrence autour de chez vous, malgré que dans le dossier on pouvait le voir. Est-ce que vous l'avez en tête pour nous en parler en 15 secondes? Sur la rue du 8, on a le réservoir qui est... J'irai plus précisément avec c'est une sous-question par rapport à votre concept qui est aussi très champagne, dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup de bars à champagne sur la rue du Loup. C'était le thème général, on ne l'a pas retrouvé on a fait des recherches sur ce moment-là pour savoir si on ne reprenait pas le thème de quelqu'un d'autre sans faire exprès et on n'a pas trouvé de bar similaire. Donc on s'est dit, Peut-être la champagnerie. On ne focus pas vraiment sur la champagnerie, on focus plus sur l'apéro français. L'apéro en français, français. Si vous avez un bar à vin, c'est pas un bar à champagne. Même à cocktail, on a une belle carte de cocktail parce qu'on est bartender, comme les produits de qualité. Donc il y a quelque chose qui était simple et qui était efficace, puis comme les apéros français qui sont juste. Au niveau de la concurrence sur cet ensemble de produits. Sur la rue du Lutte, j'ai pas vu de bon bar à cocktail de mixologie. Moi, j'étais le quartier. Fait que moi, aux alentours, j'ai vu quelqu'un qui est vraiment plus bas sur Saint-Laurent que Jardin, tout ça, qu'on est quand même un peu amis, tout ça. Puis j'avais remarqué en revenant chez moi, en voir qu'il n'y avait aucun bar à cocktail. Puis moi, j'ai travaillé aussi boire, qui est plus haut sur Saint-Laurent, qui est une microbrasserie. Il y a du siège, il y a une microbrasserie. Il n'y a pas de place où je sentais que je peux avoir massif et juste avoir un très bon cocktail. Et voilà, un peu un esprit de famille, un esprit un peu convivial comme on voulait transmettre l'authenticité. J'avais beaucoup de places qui étaient restaurants, qui avaient un bel cocktail, qui étaient vraiment très compétitifs au niveau de leur rendement de qualité. Mais nous, on voulait que ce soit la qualité, mais aussi à portée de main. Pour que tout le monde, si tu habites le quartier, tu puisses venir, avoir avec tes amis, tu puisses passer un bon moment. On n'est pas retrouver ça dans ce quartier-là. C'est bon? Merci. Ouais, j'aimerais ça vous entendre sur. Là, c'est votre projet. Vous avez pris une vision commune. Puis, si on creuse un petit peu plus loin, juste par rapport à votre background, votre passé, ce que vous avez appris, ce que vous avez vu comme problème, que ce soit dans le marché, que ce soit dans les bars, dans les endroits où vous avez travaillé, puis comment vous avez adressé ces problèmes-là dans le projet actuel. Ouais, je pense que avec les deux, je suis celle qui a le plus d'expérience dans le monde du bar et qui a travaillé dans
endroits différents. J'ai eu l'occasion, j'ai fait mon école en Thaïlande, j'ai eu l'occasion de travailler en France, en Angleterre et en Irlande et dans des bars au Québec. Et c'est sûr que ça a beaucoup influencé la façon, notamment dont on voulait agencer le bar, de la façon dont on voulait agencer la salle. On a vraiment pensé la salle pour essayer de ne pas avoir par exemple d'angle mort. Donc techniquement, même s'il y a des coins qui sont plus intimistes, on peut normalement du bar voir absolument toutes les tables et voir tout ce qui s'y passe pour ne pas avoir de tables qui se sentent délaissées par exemple. Sur l'agencement du bar aussi, on a beaucoup réfléchi au frigo, à comment on voulait mettre vraiment le dessous du bar. On a également réfléchi aux salaires compétitifs pour les cuisiniers, comment les bien décrire, pas juste mettre un peu tout seul dans le fond d'un sous-sol qui va finir à faire une équation puis qu'on va faire des cuisiniers, puis c'est denrées rares en ce moment, beaucoup de monde a mis la cuisinier. Fait qu'on a mis dans le budget, ok, on va mettre un budget pour un bon salaire de cuisinier, pour savoir un bon cuisinier qui va rester, qui va connaître la job et qui va faire du bon rendement au final. Ça a aussi influencé sur la façon dont on voulait faire notre planning et gérer notre staff. Donc c'est vrai que ça reste assez flou parce qu'il est dans les faits pas ouvert, mais dans la façon dont on voulait gérer qui sera sur le plancher à ce moment-là, qui sera au bar à ce moment-là, pour avoir vraiment une job équitable pour tout le monde et que tout le monde ait du fun et s'amuse. C'est moi ce qui m'a le plus influencé en tout cas de mon background sur la façon que les choses soient accessibles facilement aussi, qu'on n'ait pas, qu'on puisse avoir un back bar par exemple, qu'on n'ait pas à courir à 3 km pour avoir une bouteille qui nous manque parce qu'on a vu qu'on n'avait pas fait attention, qu'on nous manquait une bouteille dans la soirée. Ça a influencé sur ça, sur vraiment des aspects logiques et pratiques, je pense. Toi, t'as rien dit. Dans l'ensemble, je ne sais pas si j'ai vraiment beaucoup de choses à rajouter parce qu'ils ont très bien résumé ça. Merci. Moi, j'ai vraiment aimé le concept puis tout ça. Moi, j'ai une question parce que Duluth, je ne sais pas si ça a changé un peu, mais d'après moi, c'est vraiment comme un plus jeune, puis c'est à côté d'une ville, puis tout ça. Puis vos prix étaient comme un peu plus sur le côté haut. Puis comme aussi juste le concept en général, je vois ça comme un peu plus haut de gamme. Puis je sais comme vous avez déjà touché un peu sur le Duluth, mais ça c'était la question que j'avais pensée, c'était comme est-ce que vous pensez vraiment que ça c'est le coin, puis où est-ce que je vois ça peut-être dans une autre place, parce que tu as aussi besoin de penser à la clientèle, puis les prix, puis qu'est-ce que vous cherchez C'est moi que j'avais suggéré du lutte, parce que pour le caractère de la rue qui est très particulier, qui est quasiment printanière avec les dents, en tout cas ça représentait bien le côté de lutte. Puis on visait vraiment la clientèle du Malem, qui est très haut de gamme, qui est très riche. Les loyers sont assez élevés là-bas. Ubisoft, les studios Ubisoft sont vraiment pas très loin. On visait qu'en une station de métro, vous pouvez venir en descendant un bus pour venir vraiment accessible. Puis du lutte, le point ne veut pas, ça fait partie du plateau qui commence à monter au niveau des prix. Les loyers sont de plus en plus chers. Moi-même, j'ai dû quitter le plateau car le loyer était trop cher. Pour moi, je trouvais que la gamme de prix était élevée, mais de plus en plus, les jeunes aussi veulent avoir des produits de qualité, ils veulent savoir ce qu'ils voient. C'est pour ça que la microbrasserie prend de l'importance au Québec. Parce que la mixologie prend de l'importance. Même les jeunes, ils ont une petite paye, mais ils veulent payer pour quelque chose qui va les faire voyager, qui va les faire vivre. On a fait des études de marché sur tout ce qui était toute la population qui se trouvait, donc on avait tous les amis qui trouvaient à Montréal. Et sur le plateau, justement, on a ciblé deux clientèles différentes. On a ciblé les jeunes de 25 à 34 ans et les personnes, les adultes établis de 35 à 65 ans. Non, dis exactement ce que tu m'as dit la première fois que tu m'as dit. S'il te plaît. Les vieux, voilà, de 35 à 65 ans. On est aussi parti, pour le coup, on est aussi parti du principe qu'on voulait éduquer entre guillemets la clientèle à avoir des produits qui peut-être sont un peu plus chers, mais qui pour le coup vont vraiment être de qualité, vont vraiment être des choses travaillées. Et donc on s'est dit que sur certains gammes de produits, c'est sûr que quand on travaillait le martel, on ne pouvait pas non plus, on voulait vraiment mettre en avant le produit, donc on voulait vraiment rester sur de la qualité, donc on a un prix qui
qui est forcément un petit peu en conséquence. Et on voulait aussi vraiment exprimer donc comme j'ai dit, ce côté éducation, qui est un bien grand mot, mais où peut-être on consomme moins, mais de meilleure qualité. Ah bah Mamie avait la même question qu'elle joue, c'était le prix des cocktails, c'était vraiment mon interrogation. C'est sûr quand on voit une carte qui commence à 13 jusqu'à 25, ça peut peut-être épeurer les gens. Vous disiez vous partez sur une clientèle de jeunes de 25 à 34, mais c'est un ticket moyen quand même, tout le monde n'est peut-être pas... Si tu veux rencontrer alors, qualitatif versus quantitatif, je vous l'accorde, c'est super cool, mais tu sais à quelque part, on prend une tasse soirée, un apéro, 2 apéros, coaching, ça peut peut-être freiner certaines personnes du quartier. Définitivement, c'est sûr que ça peut... Là, ça s'explique, c'est du cognac. Après, voilà, on avait du cognac, c'est sûr qu'on ne pouvait pas faire un cocktail à 10 $ avec le Martel, il faut qu'on rentre aussi dans le prix. On est bien d'accord, mais c'est la manière dont vous auriez expliqué aux clients qui pourraient tout avoir un choc quand ça arrive. Après aussi, ce que les clients peuvent faire, s'ils ne veulent pas trop aller dans les hôtels, on a aussi toutes nos offres de vin, de bière, de microbrasserie. Donc si jamais ils veulent découvrir, on peut prendre un cocktail, puis après ils peuvent prendre quelque chose de moins cher. Mais on a évalué notre ticket moyen à environ à 16,50 environ. Et si on veut, donc pour arriver au break-even point, donc le point où on aurait 0 perte, 0 bénéfice. Et ensuite, si on veut augmenter ces bénéfices-là, on a essayé d'avoir notre ticket moyen vers environ 26 $, ce qui est tout à fait réalisable. On ne trouve pas que c'est excessif ni trop pessimiste. Et c'est aussi avec des simulations, on a fait des rotations de tables par jour, par exemple le lundi, nos tables sont occupées une seule fois. Donc on a pu faire une moyenne, et c'est comme ça qu'on a établi que c'était quand même plutôt rentable et viable. Voilà, c'est ça. En tout cas, bravo, vous avez bien bossé. Merci. Merci. Merci.